Merci de nous recevoir chez vous et merci encore d'être des nôtres comme ça, face à votre petit écran pour apprécier cette heure d'information politique panafricaine qui sera rythmée par la Côte d'Ivoire avec la visite de celui qu'il appelle l'empereur. Et vous savez de qui il s'agit. L'empereur nous arrive tout simplement d'Afrique centrale, invité par son homologue ivoirien, qui a marqué la Côte d'Ivoire cette semaine, et de nombreuses activités aussi avec une note triste concernant le Cameroun, qui a perdu un de ses leaders historiques. Nous allons aussi faire un petit tour comme ça pour vous présenter quelqu'un qui a marqué aussi la vie du président Omar Bongo, puisque en ce mois de juin, toute l'équipe de CNN a décidé de consacrer ce mois de juin à un hommage particulier au président Omar Bongo, afin que nul n'oublie ce qu'a fait ce grand fils d'Afrique d'origine gabonaise. Merci de nous recevoir chez vous. Peut-on dire que l'égalité genre fait des émules? Peut-on dire que l'égalité genre fait boule de neige en Afrique? Eh oui. Retenez qu'au Gabon, le président de la Cour constitutionnelle est une dame. Et désormais, le président du Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire est une dame. Elle sera d'ailleurs installée, son investiture se fera le 21 juillet 2023. Nous allons tout de suite au Bénin. Et au Bénin, il y a quelques jours, simplement, la haute magistrature béninoise, à savoir la Cour constitutionnelle béninoise, vient d'installer ses nouveaux membres. Et parmi ce Gotha figurent 2 femmes. Au Bénin, comme je disais tantôt, cette 7e mandature, 2023-2028, a prêté serment. Les nouveaux sages de la haute institution, à savoir la Cour constitutionnelle béninoise, ont prêté serment en présence du chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon, qui a simplement dit « J'ai pris acte ». Reportage Raoul Sonkoué. Au Bénin, la tradition en matière de renouvellement des institutions a été une fois encore respectée. Ils sont au total 3 membres désignés par le président de la République et 4 par le bureau de l'Assemblée nationale. Les 7 membres de la Cour constitutionnelle, mandature 2023-2028, ont prêté serment devant le chef de l'État béninois, son Excellence Patrice Talon. Les actes protocolaires de cette cérémonie de prestation de serment ont été rythmés par une série de lectures. D'abord, le secrétaire général de l'institution constitutionnelle, M. Gilles Badet, a lu les textes fondant juridiquement la cérémonie consacrant l'entrée en fonction officielle des nouveaux sages de la Cour constitutionnelle. Article 115, alinéa 1er et 3 de la Constitution. Citation. La Cour constitutionnelle est composée de 7 membres, dont 4 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 3 par le président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Aucun membre de la Cour constitutionnelle ne peut siéger plus de 10 ans. La Cour constitutionnelle comprend 3 magistrats ayant une expérience de 15 années au moins, dont 2 sont nommés par le bureau de l'Assemblée nationale et 1 par le président de la République. 2 juristes de haut niveau, professeurs ou praticiens du droit, ayant une expérience de 15 années au moins, nommés l'un par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République. 2 personnalités de grande réputation professionnelle, nommées l'une par le bureau de l'Assemblée nationale et l'autre par le président de la République. Fin de citation. Article 7 de la loi numéro 2022-09 du 27 juin 2022 portant loi organique sur la Cour constitutionnelle. Citation. Avant d'entrer en fonction, les membres de la Cour constitutionnelle prêtent serment devant le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République en ces termes. Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique,
de ne donner aucune consultation sur les questions relevant de la compétence de la Cour. Acte est dressé de la prestation de serment. Fin de citation. Puis la lecture des actes par lesquels le bureau de l'Assemblée nationale et le président de la République ont chacun désigné les sages de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle, respectivement par le secrétaire administratif de l'Assemblée nationale et le secrétaire général du gouvernement. Au titre des magistrats, M. Asogba Nicolas, magistrat. M. Adjaka Michel, magistrat. Au titre de juriste de haut niveau, Mme Nyamou Dandi, professeur des universités, agrégé des facultés de droit. Au titre de personnalité, M. Adjovi Bedolo Mathieu, administrateur de société. Article 2. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République du Bénin. Fait à Porto-Novo, le 22 mai 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Blavono. Individuellement et tour à tour, les impétrants, main droite levée, ont juré de remplir régulièrement leurs fonctions, de les exercer en toute impartialité, dans le respect de la Constitution, de garder le secret des délibérations et des votes, de ne prendre aucune position publique, de ne donner aucune consultation sur les questions relevant des compétences de la Cour. Moi, Akakpo Kodjo Vincent, je le jure. Moi, Michel Adjaka, je le jure. Moi, Mathieu Gbeblodo Adjovi, je le jure. Moi, Nicolas Asogba, je le jure. Moi, Dandi Nyamou, je le jure. Moi, Aléa Bouda épouse Bako, je le jure. Moi, Kossi Dorothée Sosa, je le jure. Le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a donné acte au serment prêté par les membres de la Cour constitutionnelle. Je prends acte de vos serments respectifs et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Merci. Je voudrais vous féliciter pour votre désignation et vous exprimer au nom du peuple béninois tout entier notre confiance. Après les salutations d'usage et des brefs échanges, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon, a pris une photo souvenir avec les nouveaux membres de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle béninoise. Nous allons au Cameroun pour une note triste dans ce magazine d'information politique et nous allons parler du décès de l'opposant historique au président Paul Biya. Nin John Frondi, c'est son nom, le légendaire opposant du président Paul Biya au Cameroun, a rendu l'âme, laissant triste sa famille politique et le peuple camerounais. Ce libraire qui aura marqué par sa popularité et révolutionné la politique camerounaise s'en est allé. Tout le Cameroun pleure l'opposant politique, un libraire devenu ultra populaire par son système politique révolutionnaire qui ne laissera personne indifférent au Cameroun et même, je dirais, à travers le monde. Reportage Raoul Sankoué. La nouvelle est tombée ce 13 juin comme un coup de massue sur tout le triangle national, via un communiqué de Joshua Ossi, premier vice-président du Social-Démocratique Front. C'est avec tristesse que nous annonçons le passage à la gloire éternelle du président national du Social-Démocratique Front, SDF, Nin John Frondi, le 12 juin à 23h30 à Yaoundé, des suites d'une longue maladie. Lit-on sur l'annonce. Opposant historique du président Paul Biya, le chairman Nin John Frondi avait plusieurs fois été candidat aux élections présidentielles au Cameroun. Déjà en 1992, lors de la toute première élection présidentielle pluraliste du Cameroun, Nin John Frondi était arrivé en deuxième position avec 36% des suffrages derrière Paul Biya au pouvoir depuis 1982. 40%. Déclaré perdant, Nin John Frondi conteste les chiffres officiels qui le donnent second. Il boycotte donc la présidentielle de 1997, se présente à nouveau contre Paul Biya en 2004, puis une nouvelle fois en 2011, sa dernière campagne, puisqu'il renoncera à se présenter à l'élection présidentielle de 2018. Âgé de 82 ans, son état de santé s'était considérablement dégradé. À plusieurs reprises, ces derniers mois, des informations alarmantes avaient circulé sur son état de santé.
Il avait récemment suivi une intervention chirurgicale dans un hôpital de Genève en Suisse. Né le 7 juillet 1941 à Baba 2, un village du Mézam, près de Bamenda, dans l'actuelle région du Nord-Ouest, à l'époque appelé le Northern Cameroun, un territoire administré par le Royaume-Uni sous mandat de la Société des Nations. Région en proie au conflit meurtrier depuis 2016. Ninjon Fundi a toujours milité pour le retour de la paix et la cohésion sociale dans cette partie du pays. Parti étudié au Nigeria, il revient à Bamenda où il exerce plusieurs fonctions dont celle de libraire. À la fin des années 1980, il fait ses premières armes en politique sur une liste du RDPC, à l'époque parti unique. À 50 ans, il participe à la création du FDF, appelé Social Democratic Front. Il n'est pas le premier choix, mais accepte d'en prendre la présidence, malgré les risques. Ninjon Fundi se forge alors une image d'un leader courageux qui ne recule devant rien. Son aura dépasse alors les régions anglophones. Il devient alors populaire dans les régions de l'ouest et du littoral, où se trouve la capitale économique Douala, à travers son slogan politique « Power to the People ». Quelque temps avant son décès, le chairman Ninjon Fundi avait annoncé qu'il quitterait la direction du SDF lors du congrès qui devrait se tenir du 27 au 29 juillet 2023. Agriculteur, opérateur économique et homme de culture, Ninjon Fundi était également un dirigeant sportif pour avoir longtemps dirigé le PWD de Bamenda, l'une des équipes du football les plus populaires du pays. Avec son décès, le Cameroun perd indéniablement un des principaux acteurs politiques des 3 dernières décennies. Pourquoi le président de la République ivoirienne, son Excellence Alassane Ouattara, l'a-t-il surnommé l'empereur? Cet empereur que nous aimons tous, regardez simplement la décomposition de ses tenues vestimentaires. Il a opté pour les costumes croisés et il a vraiment révolutionné ce port de la superbe toile. Le président de la République congolaise a effectué un séjour fraternel, mais surtout un séjour d'amitié en Côte d'Ivoire. Une visite officielle organisée par la République de Côte d'Ivoire. Ce séjour qui aura marqué les Ivoiriens par de nombreuses activités. Cette visite officielle du président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, en République de Côte d'Ivoire, sera teintée de fraternité entre les deux chefs d'État, avec une conférence de presse, la signature de nombreux accords, un dîner offert par le couple présidentiel ivoirien, et surtout une pose d'une gerbe de fleurs au caveau du président Félix Houphouët-Boigny. Bref, une visite bien chargée. À 2 heures de route, pratiquement une petite trentaine de minutes à vol d'oiseau d'Abidjan, c'est-à-dire au village du président Félix Houphouët-Boigny. Quand on sait que ce séjour était rythmé par de nombreux coups de fil d'un Congolais, propriétaire de la télévision C-Direct en France, qui n'a eu cesse de rappeler toute l'équipe de CNN pour savoir si les reportages se faisaient. C'est M. Judy-Gaël Massirou qui a été présent au téléphone à savoir si tout était mis en œuvre pour faire un reportage digne de ce nom à l'occasion de la visite officielle de son président de la République congolaise. Vous savez, les Congolais, ils adorent ça. Et c'est très bien quand un chef d'État a comme compatriotes, des dirigeants de grandes entreprises de médias comme C-Direct, en l'occurrence Judy-Gaël Massirou, on peut tout simplement s'enorgueillir. Le président Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire n'a pas été de tout repos, comme vous reporte ici toute l'équipe de reportage de CNN présent à l'aéroport et à toutes les différentes étapes de la visite officielle de son Excellence Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire. Reportage. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, qui avait à ses côtés le vice-président de la République, le Premier ministre, des dirigeants d'institutions, des membres du gouvernement et du cabinet présidentiel, la hiérarchie militaire, des chefs traditionnels ainsi qu'une forte délégation de la communauté congolaise vivant en Côte d'Ivoire. L'arrivée du président du Congo, il est bienvenu. Déjà, nous disons à Enakwaba, il est bienvenu sur la terre ivoirienne. On aimerait bien que les visites des présidents africains soient plusieurs fois répétées et plusieurs fois régulières parce que
Ça donne envie aussi de les connaître et de aussi voir un peu la structure du pays, comment ça se passe en Côte d'Ivoire avec les venues des présidents africains. Merci bien. Papa Sassou Nguesso, papa na lingio makasi. Nous voulons saluer donc les relations amicales qui existent depuis de longue date entre les deux peuples et les deux gouvernements, les deux pays. Et nous sommes en train de les renforcer avec la venue du chef de l'État en Côte d'Ivoire. Vraiment, la visite du président Nguesso en Côte d'Ivoire, c'est un grand plaisir pour nous. Juste pour un développement, une courtoisie, pour une fraternité de paix entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Et cela fait encore l'Afrique grand. Et ça ira bien pour la présidence Sassou Nguesso à Zoyaka. Biso tout va Congolais Tolingi président Sassou Nguesso. Donc on va bien l'accueillir en Côte d'Ivoire. Je suis content de recevoir mon pays dans la ville là où je suis en Côte d'Ivoire. Mon pays, bienvenue à Abidjan. Nous les Congolaises, nous sommes là, nous sommes contents pour te recevoir. Moi, no Euro, Ozokambingo, Okia. Par rapport à l'arrivée du président Sassou Nguesso, vraiment qu'il soit le bienvenu au pays. Et on lui dit Akwaba, parce que chez nous au pays ici, quand tu viens d'arriver, on te souhaite Akwaba. Ça veut dire bonne arrivée. Nous sommes là ce matin. Pour nous, c'est une initiative. Nous sommes des jeunes Ivoiriens et Congolais. Nous vivons ensemble dans l'harmonie. Nous sommes venus accueillir notre cher président, son excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Ça fait 40 ans que je vis en Côte d'Ivoire. Je suis très contente pour l'arrivée de mon président Sassou Nguesso. Je suis fière, congolaise. Sassou Mbote Zajinki, Mbote Zajinki. Je suis contente. Je suis en Côte d'Ivoire, à l'heure là, à l'aéroport actuellement, pour recevoir mon président, le chef de l'État congolais, Monsieur le président Denis Sassou Nguesso. Très content de le recevoir même, qu'il est venu nous faire sa visite de courtoisie et en passage, on lui passe des salutations en tout cas. Monsieur le président, mes salutations. Bonne arrivée chez nous. Comme on dit en Côte d'Ivoire, Akwaba. Voilà. Kwizulu Yambote. Kwizulu Yambote. Merci, Monsieur le Président. Je suis venu aujourd'hui accueillir mon président, Monsieur Denis Sassou Nguesso, son Excellence. Nous sommes très contents de le recevoir. Nous sommes vraiment contents, Papa Sassou Nguesso. Merci, Nanyos, tu me quiz, avec mes sepela, Papa, avec mes sepela. Papa, merci, bienvenue, avec mes sepela, Papa. Le président Alassane Ouattara a accueilli son homologue congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, le lundi 12 juin 2023, en début d'après-midi à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Sur le tarmac, toutes les dispositions sont prises. Aux alentours de 14 h, l'avion transportant à son bord le président de la République du Congo s'immobilise. Le président Denis Sassou Nguesso est accueilli au bas de l'échelle de coupé par son homologue ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara, visiblement heureux de retrouver un ami, un frère, en cette circonstance solennelle de sublimation des relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo. S'en sont suivies les exécutions des hymnes nationaux du Congo et de la Côte d'Ivoire. Puis, le salut aux couleurs des deux pays ouvrant la séquence des honneurs militaires. Le chef de l'État ivoirien, son Excellence Alassane Ouattara et son homologue Denis Sassou Nguesso du Congo saluent les membres du gouvernement et autres personnalités des deux pays ainsi que les corps constitués internationaux et nationaux présents à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Les chefs traditionnels et un banc de foule des populations congolaises vivant en Côte d'Ivoire et les Ivoiriens venus souhaiter Akwaba au président Denis Sassou Nguesso. C'est le début d'une visite officielle de 72 heures que le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, effectue en terre ivoirienne. Elle s'inscrit dans le cadre des relations bilatérales. Cap sur le palais présidentiel pour une rencontre institutionnelle au palais présidentiel qui a été marquée par la signature de plusieurs accords de coopération entre les membres des gouvernements ivoiriens et congolais, sous le regard des deux chefs d'État, dont des pays respectifs entretiennent des relations plus que cordiales, disent sans embâge fraternelles. Le président Sassou Nguesso a répondu à la question à lui être posée par un journaliste de la presse internationale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les objectifs de la mission de médiation africaine à laquelle vous allez participer en Russie et en Ukraine à la fin de la semaine? Comme vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, je vais vous le dire. En Afrique,
On dit que lorsque les éléphants se battent, ce sont les petites herbes en bas qui se couchent et qui meurent. Alors, nous en Afrique, nous sommes comme ces herbes qui sont en train de mourir du fait des batailles des géants. Nous subissons tous les effets de ces guerres-là directement, nos peuples. L'inflation gronde partout. Et nous pensons que face à un tel drame, l'Afrique ne pourrait pas rester silencieuse ou indifférente. Je crois que c'est l'année dernière, notre président d'exercice, le président le président Macky Sall, s'était déjà rendu à Moscou. Il a pris aussi contact avec le président Zelensky d'Ukraine pour porter le message de l'Afrique. Les peuples africains ont toujours, dans leur conflit, privilégié la palabre, le dialogue. Et l'Afrique ne pouvait pas rester indifférente. Voilà pourquoi il a été convenu que quelques chefs d'État, en réalité un chef d'État par sous-région d'Afrique centrale, plus le président en exercice de l'Union africaine, que quelques 5-6 chefs d'État pourraient se rendre en Ukraine et en Russie pour porter un message de paix, tout au moins d'apaisement, et faire comprendre aux belligérants quelles sont les souffrances qui sont causées par cette guerre aux peuples faibles du monde, et en particulier au peuple d'Afrique. Un dîner a été offert au président congolais par le couple présidentiel ivoirien. Je me réjouis des avancées notables constatées de la signature à l'occasion de cette visite officielle de 13 nouveaux accords de coopération cet après-midi. La récente participation des milieux d'affaires ivoiriens au dernier forum économique, culturel et touristique, organisé en mars 2023 à Brazzaville, est le cadre idéal pour la promotion des investissements nationaux et l'ouverture de nos marchés aux produits ivoiriens et congolais. Vive le Congo, vive la Côte d'Ivoire, vive l'amitié fraternelle et la coopération ivoiro-congolaise. Je voudrais vous traduire ma gratitude pour les dispositions que vous avez fait prendre afin que j'aille m'incliner devant la mémoire du père fondateur de la nation ivoirienne, le président Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. J'ai foi en notre capacité à porter plus haut la relation exceptionnelle et privilégiée qui unit déjà nos pays, à rapprocher davantage nos peuples et préparer notre jeunesse aux défis de son époque. La suite du séjour pour la deuxième journée, le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, a également visité l'usine Semoa, une unité de transformation de cacao, avant de recevoir les clés de la ville d'Abidjan, ainsi que le parchemin du citoyen d'honneur. C'est une fierté pour nos autres dirigeants africains de visiter une industrie comme celle-ci. C'est le sens de notre combat, pour le développement de l'Afrique. Parce que l'Afrique ne devrait pas continuer d'être la cinquième roue du carrosse. Nous serions condamnés
à produire la matière première pour qu'elle soit transformée ailleurs, que la valeur ajoutée soit ailleurs et que les emplois soient ailleurs et que le chômage des jeunes soit en Afrique. L'Afrique va s'en inspirer, le Congo aussi, parce que nous sommes un tout petit producteur de cacao. Le ministre de l'Agriculture est ici, avec l'appui de son frère qui est là. Ils se sont déjà entendus. On va avoir la semence Mercedes, voilà. Et il va faire le développement dans la Likwala, la Sanga, les 2 cuvettes pour commencer. Et puis on viendra à l'école et puis tout marchera. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est rendu aussi à Yamoussoukro afin de déposer une gerbe de fleurs au caveau de Félix Houphouët-Boigny, le premier président de la République de Côte d'Ivoire. C'est pour la 2e fois que je viens ici. Quand j'ai accédé à la magistrature suprême de mon pays, le Congo, c'est le premier chef d'État au monde que je suis venu voir en 1979. L'aéroport de Yamoussoukro était déjà construit tel qu'il est là. Et la voie qui mène à Yamoussoukro aussi, telle qu'elle est. Et c'est pour cela que nous disons que Houphouët-Boigny, c'était un visionnaire. Vous voyez, ce qu'il a construit depuis les années 70 garde son actualité. Il m'a accueilli à l'aéroport de Yamoussoukro. Il m'a amené jusqu'à l'immeuble qu'il avait construit pour accueillir ici le président Giscard d'Estaing. J'ai été logé là, il m'a accueilli chaleureusement. Il m'a simplement dit, bon, reste là, repose-toi, et demain, à 10h, je viendrai et nous allons parler. Et j'ai écouté le président Houphouët-Boigny pendant 4 heures. C'est lui qui parlait et j'écoutais. Bon, j'ai parlé peut-être 20-25 minutes, donné un peu des nouvelles du Congo. Donc, au cours de cette visite d'État en Côte d'Ivoire, j'ai tenu encore pour la 2e fois à venir ici lui rendre hommage et me recueillir. Voilà. Le président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, n'a pas manqué de prendre un bain de foule et saluer de plus près ses compatriotes résidant en Côte d'Ivoire, venus nombreux lui témoigner leur affection. Restons en Côte d'Ivoire avec la visite du directeur général de la Banque mondiale. Un pays attractif. Un pays devenu attractif depuis une dizaine d'années avec aux commandes le président Alassane Ouattara. Voilà un pays qui fait arriver la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Tout s'est mis en route. Tous les voyants sont au vert. Et la visite du directeur général de la Banque mondiale en est un témoignage. La Banque mondiale, davantage engagée auprès de son Excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, qui a reçu M. Shaolin Yang, directeur général de la Banque mondiale, et la délégation qui l'accompagne, ici à Abidjan, au palais présidentiel du Triangle d'Or du Plateau, le quartier administratif d'Abidjan. Tous reçus ici même, dans ce somptueux palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, situé au quartier administratif, appelé le Plateau. Reportage depuis le palais présidentiel, dirigé par Ousmane Coulibaly.
Conduisant une forte délégation, le directeur général de la Banque mondiale, M. Shaolin Yang, a été reçu ce 13 juin 2023 au palais de la présidence de la République de Côte d'Ivoire par son Excellence M. Alassane Ouattara. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, s'est entretenu avec ses hauts responsables de l'institution financière mondiale sur les questions de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. En effet, cette délégation de la Banque mondiale, conduite par son directeur général M. Shaolin Yang et comprenant le vice-président pour l'Afrique de l'Ouest et centrale, M. Ousmane Diagana, le vice-président pour l'intégrité, M. Mouhamadou Diagne, et de la directrice des opérations en Côte d'Ivoire, Mme Caroline Gévert, est présente en Côte d'Ivoire dans le cadre de l'édition 2023 du Forum de l'Alliance internationale anticorruption du groupe de la Banque mondiale, qui se tient à Abidjan du 14 au 16 juin 2023. Au cours de cet échange avec le président Alassane Ouattara, le directeur général de la Banque mondiale, M. Shaolin Yang, a salué la tenue de ce forum pour la toute première fois dans un pays non membre de l'Organisation de coopération et de développement économique. Il a également réaffirmé l'engagement de la Banque mondiale à continuer à soutenir le développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Nous sommes une délégation du groupe de la Banque mondiale et nous étions très honorés aujourd'hui d'avoir une audience avec son Excellence Monsieur le Président. Nous sommes la délégation est menée par Monsieur Shaolin Yang, qui est le directeur général pour le groupe de la Banque mondiale. Nous avons également Monsieur Ousmane Diagana, qui est vice-président pour la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale, et Monsieur Mouhamadou Diagne, qui est vice-président pour le département d'intégrité. La raison pour laquelle nous sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est que nous organisons avec les autorités ivoiriennes une conférence sur la lutte anticorruption. Et c'est la première fois que cette conférence sur la lutte anticorruption se tient dans un pays qui n'est pas de l'OCDE. C'est la première fois qu'elle se tient en Afrique, entre autres. Et nous sommes vraiment très heureux de soutenir cette conférence qui se tiendra de mercredi à vendredi. Nous sommes aussi là pour parler de notre engagement, un soutien plus général au pays de la Côte d'Ivoire. Il faut noter que le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Abdourahmane Cissé, le ministre de l'économie et des finances, M. Adama Coulibaly, et le ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption, M. Epiphane Zorobi Balo, ont pris part à cet entretien. Tout en remerciant notre partenaire, les magasins Orca. Et pour boucler comme ça avec cette actualité ivoirienne qui aura rythmé cette émission, le constier Carol Week News, qui vous est proposé toutes les semaines, avec des rediffusions sur 3 médias internationaux, nous allons parler du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres du gouvernement ivoirien, qui devait se tenir le 14 juin, ne l'a pas été, vous comprenez la raison. Il était à Abidjan, le président de la République congolaise, et pour parfaire cette visite où tout le monde était pratiquement concentré, à savoir tous les membres du gouvernement autour du président Alassane Ouattara, ce Conseil des ministres ne s'est pas tenu. Il s'est tenu le jeudi 15. Et toute l'équipe de Ciné au palais présidentiel pour vous rapporter ce Conseil des ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire. Reportage Ousmane Coulibaly. Ce jeudi 15 juin 2023, un conseil des ministres s'est tenu de 11h à 13h au palais de la présidence de la République à Abidjan, sous la présidence de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République et chef de l'État. L'une des préoccupations du conseil des ministres de ce jeudi 15 juin 2023 était les fraudes sur la nationalité. La mesure prise à ce sujet fait partie des 6 projets de loi arrêtés lors de ce conseil. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le conseil a adopté 2 projets de loi. Au titre du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi modifie la loi du 14 décembre 1961 portant code de nationalité tel que modifié par les lois du 21 décembre 1972 et du 17 décembre 2004, les décisions du président de la République du 15 juillet 2005 et du 29 août 2005 et la loi du 13 décembre 2013. Ce projet de loi vise à prévenir les fraudes sur la nationalité ivoirienne, à circonscrire notamment les mariages de complaisance contractés en vue donc de contourner la procédure ordinaire de naturalisation. Ainsi, le présent projet de loi fait obstacle à l'acquisition immédiate
de la nationalité ivoirienne pour le conjoint étranger suite à la formalité administrative du mariage avec l'autre conjoint de nationalité ivoirienne. Il conditionne l'acquisition de la nationalité à une déclaration du conjoint étranger faite devant le ministère de la Justice à l'issue d'une période probatoire de 5 ans, à compter de la célébration du mariage en vue de prouver la stabilité de l'union et l'intérêt que porte le requérant à la nationalité ivoirienne. Aussi, la nationalité n'est acquise qu'à la date de l'acceptation de la déclaration d'acquisition de la nationalité ivoirienne du conjoint étranger par l'autorité compétente. Un projet d'ordonnance au titre du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Conseil a adopté une ordonnance et 2 décrets y référents. Une ordonnance modifiant les articles 149, 153, 171 et 175 de la loi du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales et la loi des ratifications y afférentes. Un décret fixant la composition numérique des conseils régionaux et des bureaux des conseils régionaux. Un décret fixant le nombre de conseillers municipaux et des adjoints au maire par commune. Ces 3 mesures interviennent en application de la loi du 13 décembre 2012 portant organisation des collectivités territoriales qui établit une corrélation directe entre la composition des organes de gestion de la région et de la commune et le nombre d'habitants de ces collectivités territoriales. Ainsi, la composition numérique des conseils régionaux et des bureaux de conseils régionaux, ainsi que le nombre de conseillers municipaux et des adjoints au maire par commune sont arrêtés en fonction de la population dénombrée dans la collectivité territoriale concernée. Au chapitre des communications, le Conseil des ministres a pris d'autres mesures, dont celle portant stratégie nationale de sécurisation foncière rurale. Adossée à la déclaration de la politique foncière rurale, la stratégie nationale et le programme national visent à assurer la sécurisation du domaine foncier rural en vue donc de réduire significativement la pauvreté en milieu rural, de renforcer la cohésion sociale et de gérer durablement les ressources naturelles. Ces documents de politique publique sont articulés autour du renforcement de la gouvernance du foncier rural et de l'accélération de la sécurisation des opérations de sécurisation foncière. Il s'agit in fine de créer les conditions favorables à la certification de l'ensemble des terres rurales d'une superficie d'environ 22,6 millions d'hectares et l'achèvement de la délimitation des territoires des villages. La mise en œuvre de la stratégie nationale de sécurisation foncière rurale et son programme sur la période 2023-2033 est estimé à 620 milliards de francs CFA. Le prochain Conseil des ministres se tiendra le mercredi 5 juillet 2023 à Abidjan. Après cette information rythmée sur la Côte d'Ivoire, la visite du président de la République congolaise, son Excellence Denis Sassou Nguesso, après toutes ces informations et après l'installation au Bénin de la Cour constitutionnelle béninoise sous l'œil avisé du président Patrice Talon, qui fait très bien les choses et qui aujourd'hui a rendu aussi son pays, le Bénin, très attractif. C'est l'heure de parler du grand format. Le grand format de cette émission est consacré à un magistrat, un homme de loi, mais qui, lui, a été pendant de longues années, et est toujours d'ailleurs, un avocat émérite. Le pays, c'est le Gabon. Et celui dont nous parlerons a été très proche du président Omar Bongo, à qui toute l'équipe de rédaction du CNN a décidé de consacrer ce mois de juin à des grands formats qui touchent ses proches collaborateurs. C'est l'heure du grand format. Ce grand format sera consacré à quelqu'un qui n'a laissé personne indifférent au Gabon. Il est avocat de profession. Son nom à lui, c'est Maître Louis-Gaston Maïla. Maître Louis-Gaston Maïla est né en 1947. Juriste de formation, il est avocat inscrit au barreau du Gabon. Et pendant de longues années, près de 30 ans, il a été l'un des proches collaborateurs du président Omar Bongo Ondimba, en travaillant au cabinet de celui-ci. Par la suite, il va intégrer le gouvernement où il occupera de nombreux postes ministériels, et ce, pendant plusieurs années.
Un temps, il fit des allers-retours entre l'opposition et la majorité présidentielle. C'est ainsi qu'il créa le Parti de l'Unité populaire, que les populations gabonaises appelaient POUP. Par la suite, Maître Louis-Gaston Maïla va revenir dans le giron présidentiel en procédant à une fusion-absorption qui verra le POUP se laisser phagocyter par le Parti démocratique gabonais. Cette idylle fut de très courte durée. Maître Louis-Gaston Maïla, de nouveau, va s'émanciper et reprendre sa liberté. Depuis 2009, il est évidemment ancré dans l'opposition et il préside une nouvelle formation politique, l'Union pour la Nouvelle République, l'UPNR. Récemment, il a pris part à la concertation politique nationale en tant que vice-président pour le compte de l'opposition. Et il dirige une plateforme politique regroupant plusieurs partis politiques au Gabon. L'homme a une réputation singulière. Et il y a peu, il était reçu en audience par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Pour le moment, il garde un étonnant mutisme sur sa candidature pour les présidentielles à venir en République gabonaise. Maître Louis-Gaston Maïla est l'invité de ce grand format politique. Et quand on regarde cette photo que je vous présente d'un Mogofarima, c'est tout simplement un moment inoubliable. Et surtout de voir sur cette photo dédicacée de la main de son Excellence Omar Bongo Ondimba, et qui dit à Monsieur Eka avec mes meilleurs sentiments bien fraternels. Signé Omar Bongo Ondimba. On garde ce souvenir, comme vous verrez d'ailleurs dans ce grand format, Maître Louis-Gaston Maïla vous présenter un feuillet signé du président Omar Bongo qu'il garde lui aussi jalousement. J'ai préféré vous présenter pour une fois cette photo que j'ai rarement présentée depuis une trentaine d'années que je l'ai et qui marque ici ma rencontre avec ce grand fils d'Afrique, ce personnage légendaire, ce personnage que personne n'oubliera pour longtemps, qui a œuvré à la libération du président Nelson Mandela, qui a été aux côtés de nombreux règlements de conflits en Afrique. Louis-Gaston Maïla, un avocat de profession et qui a collaboré pendant de longues années avec le président Omar Bongo, est celui que nous avons choisi pour ce grand format. Monsieur Louis-Gaston Maïla, pouvez-vous nous parler du feu Omar Bongo Ondimba, ainsi que de nous raconter quelques anecdotes? Il ne faut jamais dire feu Omar Bongo. C'est Omar Bongo. Ne parlez jamais de lui au passé. Il est là, il nous écoute, il nous regarde. Vous avez déjà entendu un Français dire feu le général de Gaulle? On dit toujours le général de Gaulle. Omar Bongo, on ne peut pas parler de lui au passé. Omar Bongo, mais je me refuse, moi, personnellement, de parler de lui au passé. Parce qu'il est actuel, il nous accompagne, il a occupé un espace tel dans nos vies que moi, j'aurais du mal à parler de lui au passé. Donc, on supprime le feu Omar Bongo. Nous parlons d'Omar Bongo. Quand on parle d'Omar Bongo, moi, en ce qui me concerne, c'est toujours un moment de gravité. J'ai connu l'homme, parfois dans son intimité, dans ces moments de colère terrible, dans ces moments de gentillesse, dans ces moments même de convivialité. C'est un peu tout ça, Omar Bongo. Vous avez un Omar Bongo à Libreville, sévère, serré et tout. Le même Omar Bongo, vous vous retrouvez avec lui à New York. C'est le père de famille qui réunit ses collaborateurs et qui leur conte le Gabon. Voilà Omar Bongo. Il aimait partager ses expériences et tout. Et des anecdotes, bon, mon Dieu, on peut en raconter plusieurs. Je vais vous montrer un bout de papier là. Des fois, quand il lui venait une idée, il écrivait sur un bout de papier, lui Gaston, tiens. Et tu récupérais le bout de papier, voyez, regardez ça. Ça, ce sont des instructions. Sur un papier, il prend, une idée lui vient, il griffonne. Tiens, lui Gaston, tiens. Il n'y a pas qu'à moi, d'autres aussi, ça leur est arrivé. Moi, c'est en fouillant dans mes bagages, dans mes déménagements que j'ai retrouvé ça. C'était saisissant, c'était poignant. Bon, quand on a connu l'homme comme je l'ai connu moi,
lire ses écrits avec toujours le célèbre paraphe. Parce que là ici, Albert Bongo, hein, là, son paraphe, là, voilà. Donc, voyez-vous, c'est cet homme qui a occupé un tel espace dans nos vies, dans notre pays. Et lorsqu'on parle de son départ, de ce que nous ressentons aujourd'hui, du grand vide qu'il a laissé, parce que Omar Bongo, c'était le Gabon. Et on ne peut pas ne pas dire, s'il avait été là, le Gabon serait différent. Et bien sûr, on est comme les Anglais, on pense que le passé est toujours mieux que le présent, mais le problème de fond, c'est qu'il nous a tellement aimés, il nous a tellement fait de bien, il nous a tellement fait de mal. Mais il y a un poète qui disait que tout le mal et tout le bien s'additionnent, et ce qu'il en sort, c'est Omar Bongo. Donc, pour moi, c'est un moment d'émotion. Il y a une charge émotionnelle de parler de lui. Pour moi, c'est un moment de tristesse. Et bon Dieu, pourquoi pas? C'est aussi un moment d'évoquer, de souvenir, de voir ce que nous avons connu ensemble. Parce qu'à un moment donné, il veut choquer. Tu sens qu'il a vraiment envie de choquer. Je me rappelle une fois, nous étions au Kenya. On est reçu par un chef d'État qui s'appelle Arap Moi. Et Madame Joséphine Bongo, on discute avec elle. Et le président Bongo dit « Attrape-moi ». Alors Joséphine dit « Mais non, Arap Moi, attrape-moi ». Alors bon, évidemment, c'est dur. Et puis à un moment donné, Madame Bongo a tellement insisté. Après, il dit « Arap Moi ». Ah, donc il voulait seulement nous choquer. Voilà, c'est comme ça qu'il était, le président. Tout d'un coup gentil, puis tout d'un coup, il devient sévère, dur, machin et tout. J'ai beaucoup de collègues qui, comme ont été directeurs de cabinet, avec le président, on n'a jamais rien compris. Tu n'as rien compris, mais tu comprends rien, mon Dieu. Mais qu'est-ce que tu es allé faire à l'université? Je me rappelle, on racontait la même anecdote avec Michel Essongué, parce qu'il aussi il a eu le même coup. Mais toi, tu es allé faire quoi à l'université? Tu es surpris. Après, tu dis, bon, regarde ça. Évidemment, tu as dû faire une faute, mais ça n'a rien à voir avec l'université. C'est le père. Deux fois, il dit, quand tu ne peux pas ressembler à ton père, il faut ressembler à ton chef. J'espère que nous sommes nombreux à vouloir ressembler à notre chef, à défaut d'avoir ressemblé à nos pères. Parce que ce qu'on aurait dû retenir de lui, c'est cette recherche effrénée de dialogue. C'était un passionné du dialogue. Il aimait qu'on échange. Il te poussait jusqu'à tes étapes pour que tu lui dises ce que tu penses réellement. Bon, la légende veut qu'il soit un homme de dialogue, c'est vrai. Mais son dialogue à lui, Omar Bongo, il veut te faire dire ce que lui a envie d'entendre. Je crois que tous les grands hommes sont comme ça. Il y a la vérité et leur vérité. Moi, je suis de ceux qui ont connu la vérité d'Omar Bongo. Je suis capable de vous dire, s'il a dit ça, en réalité, il pensait ça. Vous qui avez à plusieurs reprises été son collaborateur, que voulez-vous que la jeunesse gabonaise et africaine retienne de lui? Ce qu'il faut retenir, c'est que dans ce qu'il donnait, ça dépend de la nature des rapports que vous avez. Moi, personnellement, c'était à la fois le père et le collaborateur. La leçon que j'ai retenue, c'est que quand il parle, tu le laisses parler. N'essaye pas de te justifier moi où il te parle. Tu le laisses aller jusqu'au bout. Et puis tu dis, moi, je n'engueule que les gens que j'aime. Quand je ne t'engueule plus, il faut croire que ce n'est plus bon entre nous. C'est vrai quelque part. C'est vrai. Bon, donc, je peux dire que j'ai connu 3 Omar Bongo, moi, personnellement. J'en ai connu 3. Le premier, celui de mes débuts, fougueux. Alors, attention, bagarreur, machin et tout. Avec ça, la Banque mondiale, comment se faire, même si c'était une erreur économique. Mais il voulait, alors il fallait aller. Puis cet Omar Bongo-là a évolué lorsque le PDG est devenu triomphant. Là, on est arrivé à des ambiguïtés telles que le préfet du parti, le préfet du gouvernement. Bon, ça, c'est notre Omar Bongo. Puis après, il y a le Omar Bongo de l'après-conférence nationale que nous avons connu vers la fin, qui est cet homme recru dans les efforts, un peu blanchi sous le harnais par le poids de pas mal de choses. C'était un autre Omar Bongo. Et là, il vous tenait un autre langage. Il vous parlait. Il vous conseillait plus qu'il ne vous parlait.
l'homme qui hier vous engueulait s'était transformé en l'homme qui vous donnait des conseils, qui vous faisait passer des messages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai eu ce privilège de le connaître dans ces moments de colère, parce que c'est aussi un privilège. Quand il est en colère, mais alors il te sort de ces choses-là, bon, tu dis, bon, c'est fini, le ciel va tomber. Et dès qu'il a fini, tu es surpris, quelques minutes après, il t'appelle. Hé, toi, oui, monsieur le président. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Non, monsieur le président. Mais allez, arrête. C'est Omar Bongo, ça. La dernière fois, je fais un discours. Je suis président du Conseil économique et social. Je fais un discours très dur, avec comme titre « Et maintenant, monsieur le président ». Alors, je sors des choses très dures. Le président se fâche. Là, hein, il se lève avec les Pink et compagnie pour aller préparer une réponse et tout. Moi, je dis, bon, mon compte est fait, c'est fini. Et puis, une semaine après, il m'envoie Benoni. Je vais dire à lui, Gaston, on peut pas tuer une amitié pour un discours. Parce que moi, je n'avais pas dit, bon, c'est fini. Ce discours-là, c'est sûr que ça va me coûter, bon, ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. Mais en fait, il a eu cette élégance, cette hauteur, de dire que sa colère ne va pas au-delà de ce qui l'a choqué, moi. Moi aussi, il paraît que je sais choquer. Bon, ce jour-là, je l'ai choqué dans ce discours. Il s'est fâché, hein. Il s'est levé en pleine séance, en pleine séance de présentation de vœux. Bon. Je dis, bon, qu'est-ce que je n'ai pas fait là? Bon, tant pis, mais c'est fait. Puis, pendant la semaine qui a suivi, je suis dans mon coin, un peu réservé et tout. Puis, j'entends Benoni qui m'appelle. Lui, il a dit, oui, bonjour. Tu as appelé le président? Bah, non, je ne peux pas appeler le président. Le président m'a dit, tu vas te dire que on ne va pas se fâcher pour un discours. Pourtant, j'avais, moi, à un moment donné, le sentiment d'avoir fait une gaffe. J'ai même écrit un livre qui a ce titre, « Et maintenant, monsieur le président ». Bon. C'était dans mon devoir d'autocritique, de vision, de choses peut-être différentes et tout. Ça arrive. Mais le confort moral de travailler avec cet homme, c'est qu'à aucun moment, il vous fait sentir qu'il vous en veut. Pas du tout. Moi, je n'ai jamais eu ce sentiment. Pourtant, comme gaffeur, je suis un champion. Mais quand il a fini de m'engueuler, quelques temps après, c'était bon, lui, Gaston, arrête, allez, viens, machin et tout. À preuve, je suis sorti combien de fois du gouvernement? Bon, quand je ne suis pas au gouvernement, c'est un autre Omar Bongo. Il est plus attentionné. Le téléphone le soir, ça va toi? Mais oui, monsieur le président. Parce que lui, c'est dans sa voix que tu sens. Quand il dit, hé, toi, ce rack-là, il y a chaud pour ton matricule. Ou bien, quand il a la voix qui dit, bonjour, ça va toi? Mais oui, monsieur le président. Ok. Tu sais que c'est une autre approche. Vous allez avoir une autre conversation. L'homme que moi j'ai connu, que je connaîtrai toujours, parce que, vous savez, la chose qui est plus forte que la mort, vous savez ce que c'est? La chose qui est plus forte que la mort, c'est la présence des morts dans la vie des vivants. Pour moi, Omar Bongo n'est pas mort. Donc, sa présence dans ma vie, comme dans celle de beaucoup d'autres, c'est plus fort que la mort, puisqu'on ne l'oubliera jamais. Donc, pour moi, c'est réellement, je ne dirais pas un plaisir, j'ai trouvé un moment d'émotion. Un moment où la charge émotionnelle est telle, parce que je me rappelle de pas mal de choses et tout. Un jour, nous sommes dans le Haut-Ogooué. Il n'était pas très fort à Batéké, tellement quand il parlait. Alors il fait un discours et tout. Maintenant, Bongo et moi sommes assis derrière. Il voulait dire les branches de palmier. Il dit aux gens là, vous ne pouvez même pas couper. Alors la femme dit, ah bah. Bon, moi je reprends, ah bah. Alors il reprend dans ce discours, vous ne pouvez même pas couper les abats. Bon, donc les branches de palmier. Bon, c'est ça Omar Bongo, spontané. Il fait sien un mot qu'il vient d'entendre. C'est son mot à lui. Voyez-vous, alors qu'à un moment donné, bon, c'est comme ça. Ça c'est cet homme que moi je n'oublierai jamais. Comment je le pourrais, même si je le voulais, c'est pas possible. Il a tellement habité en moi, il habite encore tellement en moi que il m'arrive même des fois de rêver de lui. C'est vrai. Je m'en rêve, je dis, bon, tiens, j'ai vu le président aujourd'hui. Bon, ne me demandez pas ce qu'il est venu me dire, mais ça m'arrive. Comment jugez-vous de nos jours le combat politique des Gabonais? Mon combat politique, ce n'est pas comme je l'entends dire aujourd'hui, 50 ans de Bongo, c'est trop. Non, ce n'est pas un discours politique, c'est trop réducteur. Le discours politique, c'est peut-être un combat.
qui puisse faire que le pouvoir change de nature. Parce que dire que 50 ans de Bongo c'est trop, c'est comme si vous battez pour que le pouvoir change de main. Mon roi est ta victoire. Il change de main. Si celui qui prend fait pire que le premier, voilà pourquoi je dis non, je ne me reconnais pas dans ce discours de 50 ans d'Omar Bongo c'est trop, parce que dans les 50 ans, moi j'en ai combien? Ceux qui parlent là, ils en ont combien? Combien d'années dans les 50 ans d'Omar Bongo, nous autres, nous avons? C'est pour ça que ça me cache, je me dis, bon, ce qu'on a pu faire de mal avec lui, parce qu'on n'a pas fait que des bonnes choses, mais j'ai ma part. Mais ce qu'on a fait aussi du bien, parce que reconnaissons-le, mais donnez-moi aussi ma part. Pourquoi voulez-vous que je n'endosse que le mal et non pas le bien? Donc, dans ce qu'on a fait de bien avec Omar Bongo, parce que j'ai la prétention de dire qu'on a fait de bonnes choses. Racontez-nous une histoire sur le président Omar Bongo Ondimba. Un jour, il est au bureau, il reçoit un ambassadeur. Mais il ne voulait pas recevoir l'ambassadeur. Il était presque obligé. Alors, comme il ne voulait pas parler avec l'ambassadeur, le président s'endosse et puis... Alors, moi, j'essaie de le bousculer. Il me dit, Ambateke, laisse-moi, Niname. Bon, donc il voulait que le type s'arrête. Et le type a parlé, il a compris que le président ne réagissait pas. Après, bon, merci beaucoup, monsieur le président. Et le président, en lui disant au revoir, reprend tout ce qu'il a dit. Alors que l'ambassadeur avait le sentiment que le président n'a rien entendu. Pouvez-vous nous résumer Omar Bongo Ondimba? Il m'arrivait, oui, parce que des fois même il me disait, me donnait un ordre. Alors qu'il veut que je fasse le contraire. Quand la personne est partie, tu as compris? Je dis oui, j'ai compris. Il me dit, tu fais ça, tu fais. S'il répète 5 fois, tu fais ça, il ne fait pas. Bon, ça aussi, il faut avoir vécu avec quelqu'un pour se rendre compte. C'est devenu dans son histoire de très, très, très. Alors, s'il dit très bien ou bien très total, d'accord? Très, très, très total, d'accord? Après, c'est très, très, très. Bon, pour quelqu'un qui est un initié, il sait, à part le nombre de traits, s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Ça, c'est le président. Donc, oui, il m'arrivait, rien que par le regard, de savoir qu'il n'est pas content. Je dis rien que par le son de la voix. Quand tu es là, il t'appelle, selon qu'il adopte un ton, tu sauras que, bon, nous, on avait une expression avec le Dr Roukias, que la marée est haute. C'est-à-dire que le président est en colère, ça, bon. Et moi, comme j'avais le secret de sortir ces choses-là qui font rire, quand il était vraiment fâché, il y a des gens qui m'appelaient, écoute, viens voir un peu le président, ça ne va pas se matin. Alors je venais, je sortais une blague, bon, il se détendait, on parlait de tout, bon. C'est comme ça. On ne résume pas une vie avec Omar Bongo. On en parle, il y a des passages qui vous reviennent, mais vous ne pouvez pas résumer. Vous ne pouvez pas résumer 30 ans de collaboration, 30 ans de... Bon, moi, dedans, dehors, avec lui, au Gabon, ailleurs et tout, c'est difficile. Je ne peux pas le résumer. Et bien fort, qui serait capable de le faire. Même ses propres enfants, personne ne peut résumer Omar Bongo. C'était un tel tout, c'était d'une telle immensité, c'était d'une telle profondeur que vous ne pouvez que saisir des moments. Moi, Dieu merci, j'ai dû saisir certains moments. J'ai gardé des souvenirs. Je pense qu'ils ne sont pas tout roses, ils ne sont pas tout rouges, ils ne sont pas tout noirs. La vie, c'est ça. Où est-ce que c'est tout rose? Non. Où est-ce que c'est tout rouge? Non. Moi, dans ce mélange-là, j'ai gardé de lui ce souvenir attachant du collaborateur, du fils au père. Parce qu'il y a une chose que je voudrais que vous reteniez, vous qui êtes jeunes. Si vous appelez quelqu'un papa, devant Dieu, il est votre père. Moi, je l'ai appelé papa. Donc, devant Dieu, il est mon père. Si je n'ai pas eu l'héritage des autres, c'est ma faute. Pourquoi voulez-vous que ce soit le sien? Si je n'ai pas capté le meilleur, mais c'est ma faute. Pourquoi lui attribuer à lui? Moi, je suis content de la partie que j'ai gardée. Je suis content de ma part d'héritage. Et quand je parle de lui, je ne traduis que ma part de vérité, ma part de senti, ma part de vécu avec lui. Était-il quelqu'un de large, comme le disent de nombreuses personnes? Je ne peux pas vous dire parce que je ne peux parler que pour moi. Les rapports que j'avais avec lui me font dire que personne au monde ne m'a fait autant de bien que lui. Large, ouvert, attentionné. Bon, je ne sais pas
comment il était avec les autres. Sûrement qu'il y en a eu qui ont eu plus de chance que moi, plus d'intimité. Mais ce que je retiens, moi, c'est que c'était quelqu'un d'ouvert. Il faudrait t'estimer heureux quand il t'engueule, parce qu'il répétait que je n'engueule que les gens que j'aime. Quand il ne te dit plus rien, fais attention. Donc, je ne sais pas si vous parlez de largesse matérielle ou pas. Bon, moi, je sais qu'avec tout le monde, je défie quiconque de dire le contraire. Il a été large matériellement. Il a été large. Chacun de ceux qui ont bénéficié de cette largesse en ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais dire qu'Omar Bongo a vécu avec un collaborateur à qui n'a pas donné de l'argent, moi j'attends que vous me signalez son nom pour que je le confonde. Parce que des fois ça passait par moi. Tiens, va donner à tel. Tiens, va donner à tel. Bon. Je crois qu'à un moment donné, le président n'avait plus tellement de notion d'argent. À ses yeux, l'argent n'était plus une valeur, surtout au dernier moment. Il avait pris une certaine hauteur. Un jour, je lui ai fait une réflexion à son bureau. Il a écrit un livre où il reconnaissait être le propriétaire d'une villa de M. Taralo. Moi, je savais que c'est faux. Et puis, je lis le livre, puis je m'en vais le voir. Pourquoi tu as dit ça? La réponse, il hausse les épaules. Que veux-tu que ça me fasse? Ça va m'apporter quoi? Je dis, mais vous savez que ce n'est pas ça. Moi, j'étais 20 ans administrateur d'Elf Gabon. Ne me demandez pas de vous révéler quoi que ce soit. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Mais il a écrit. Est-ce pour aider Taralo? Je ne sais pas. Mais moi, je savais que ce n'était pas vrai. Je lui ai posé la question. Il a seulement haussé les épaules. Ça veut dire, à un certain moment, l'homme, par rapport à... C'était plus son problème, ça. À la limite, même, il vous en donne pour que vous puissiez vous étouffer avec. C'est pas son problème, ça, je vous jure. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'ai eu quand, des fois, je le quitte, ou bien quand je viens d'avoir un long moment avec lui, quand... Bon, et je me dis, mais cet homme, c'est pas possible, voilà. Bon, donc, en parlant de largesse, je voudrais qu'un seul homme qu'il a connu en ce bas monde puisse me contredire. Je veux être large avec tout le monde. Et puis, quand on ne peut pas ressembler à son père, on ressemble à son chef, je crois que vis-à-vis de l'argent, j'ai la même attitude. Un peu plus de mépris que de considération. Voilà pourquoi je mène la vie que je mène. Je ne vais pas dire que je mangerai demain matin. Vous voyez, regardez monsieur, il m'a dit un jour, on sort du palais ensemble, puis il me dit, mais les garçons, tu vois les oiseaux là? Je dis oui. Tu connais leur plantation? Je dis non, monsieur le président. Il dit pourtant ils vivent. C'est profond ça. Il dit, est-ce que tu connais les plantations des oiseaux? J'ai dit non. Il dit, mais pourtant ils vivent. Pourquoi se soucier du machin et tout bon? Aujourd'hui j'entends les gens parler de fortune et tout bon. Mais c'est Omar Bongo. Ce n'était pas Omar Bongo. Parce qu'il est présent. Et il nous accompagnera encore longtemps. Tous ceux qui l'ont connu, abordé, aimé ou détesté, parce qu'il y en a, bon, il ne leur quittera pas. Donc, c'est Omar Bongo. Quelle attitude auriez-vous à son égard s'il était encore là et vous demandez d'être à nouveau son collaborateur? S'il était encore là, malgré les hauts et les bas, s'il me demande encore d'être son collaborateur, surtout son directeur de cabinet, j'aurais accepté avec enthousiasme et précipitation. S'il n'y a pas d'autre mot, c'est les plus beaux moments de ma vie. Donc, je ne vois pas pourquoi, un seul instant, j'aurais hésité. Pourtant, Dieu sait si j'ai refusé des postes. Bon, là, j'aurais accepté avec enthousiasme et précipitation. C'est terminé pour cette émission et merci encore de nous avoir suivis, d'avoir pris de votre temps pour nous regarder et regarder un peu toutes ces informations qui marquent l'Afrique, qui marquent le continent africain. Tout en remerciant toute l'équipe du CINE dirigée par Ousmane Koulibaly aux reportages spéciaux,
Teddy Ossé, notre correspondant du côté de Libreville, je tiens personnellement à vous demander de suivre les rediffusions sur votre chaîne de télévision, celle que vous avez choisie, et on se retrouve au prochain numéro. Au revoir.